24 mars, en direct du studio Nelson Mandela. Bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. Au cours des dernières semaines, nous avons reçu sur ce plateau deux personnalités politiques pour apprécier les développements de l'actualité au Bénin. Si ces deux personnalités, Bertin Korovi et Valentin Dialontin, pour ne pas les nommer, sont l'une proche du pouvoir de Patrice Talon et l'autre sympathisante de l'opposition, ce dimanche, nous portons un regard différent sur l'actualité avec notre invité qui n'est pas au cœur des analyses partisanes. Avec lui, nous parlerons de la correction du code électoral. Nous parlerons aussi des responsabilités des citoyens dans le développement de notre pays, mais nous parlerons surtout de la santé et nous parlerons de la formation en médecine d'urgence aussi. Pour nous accompagner sur ce vaste chantier, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Célestin Aguessi, qui exerce en médecine d'urgence en France. Il est membre du comité de coordination du DESS et médecine d'urgence de la faculté de santé, des sciences de la santé de Cotonou. Dr Aguessi est aussi conseiller spécial de l'Association béninoise d'études stratégiques. Bonsoir, Dr Aguessi, bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Jules Jossou, bonsoir à tous nos compatriotes, bonsoir à toute l'Afrique. Merci de m'avoir invité et c'est un honneur pour moi de partager ce plateau avec vous pour discuter de ces actualités qui nous émeuvent, qui nous bousculent, qui nous font porter un regard d'espérance toujours sur notre pays, notre continent et qui nous font espérer des lendemains meilleurs. Merci aussi à tous nos internautes qui sont déjà en direct. N'hésitez pas à partager ce live pour une meilleure audience. Je rappelle aussi que vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur nos différentes plateformes YouTube et TikTok via Africa Web TV. Au cours des dernières semaines, je le disais en introduction, un projet de révision de la Constitution a été rejeté, un code électoral a été adopté. Docteur Aguessi, de l'extérieur du système politique, quel regard vous portez sur ces nouveaux changements au niveau du système partisan au Bénin? Euh, Merci beaucoup. Mais avant de répondre à votre question, à laquelle beaucoup de gens ont répondu avant moi, professeur Théodore Holo, le professeur, l'avocat maître Robert Dossou, le docteur Franck Oquet, juriste, le Moïse Moncho sur TVC aujourd'hui, qui d'autres encore, beaucoup d'autres ont répondu avec, bien entendu, l'honorable député Wassangari encore aujourd'hui sur Canal 3. Vous voyez, je suis bien l'actualité. Mais je voudrais d'abord saluer tous nos amis, tous nos frères, tous nos compatriotes musulmans qui sont en effet en train de poursuivre leur jeûne. Que Allah le miséricordieux les conforte dans leurs prières pour nos pays, pour eux-mêmes, que le Dieu Tout-Puissant les aide à accomplir ce sacrement, cette capacité que nous avons de jeûner, d'assécher notre corps et de l'amener à plus de spiritualité et finalement que tous ensemble, de manière collective, nous puissions arriver à quelque chose de bien pour notre pays. Je profite pour dire qu'en tant que médecin, le jeûne est utile et il en va finalement de la bonne santé. Que ce fait religieux soit plus spiritualisé, c'est excellent. Que beaucoup de médecine l'approprient, c'est très bien. Mais en même temps, le jeûne nous permet de lever notre âme. Et je salue tous nos frères musulmans et toutes nos sœurs musulmanes qui aspirent à plus de sainteté et à plus de bénédiction de la part de Dieu. Pour répondre à votre question de manière beaucoup plus simple, je dirais que en tant que citoyen, il est évident que je me sens concerné par tout ce qui se passe dans mon pays. Et le regard que je jette sur les événements récents est un regard un peu douloureux, est un regard un peu, je dirais, contraint, contrit, qui m'amène à dire quelque chose
pour essayer finalement d'amener tout le monde à comprendre. Euh, nous sommes tous des Béninois. Nous avons tous le même pays et nous aspirons, nous espérons que ce pays nous emmène le plus loin possible individuellement et collectivement. Nous avons donc besoin de vivre ensemble, de travailler ensemble, de le conduire ensemble à bon port et de léguer aux générations futures un pays stable, un pays en paix, un pays où il fait bon vivre, où les opportunités sont possibles pour tout le monde. J'ai entendu personnellement des députés, je ne les nommerai pas, promouvoir la haine, la vengeance. J'ai entendu des députés promouvoir des lendemains difficiles. J'ai entendu des députés élus par la nation et payés par la nation qui parfois sointent la haine. Euh, non, non, le pays appartient à tous les Béninois, d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, qui que nous soyons, où que nous soyons, laisser la haine nous divertir, laisser le sentiment de revanche nous embrigader dans cette émotion néfaste. Je dis, la haine est un cercle infini de peur et de désespoir. Nous ne pouvons pas haïr parce que nous n'avons pas peur. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas haïr parce que nous ne sommes pas désespérés. Au contraire, nous sommes dans notre fort intérieur, nous sommes extrêmement confiants dans l'avenir et nous sommes pleins d'espoir pour notre pays, pour notre jeunesse et pour notre continent. Cette flamme qui brûle en chacun de nous ne peut pas et ne s'éteindra jamais. Et pour cela, quelles que soient les vicissitudes du moment, quelles que soient les difficultés du moment, nous, en tant qu'individus, nous, en tant que peuple, nous, en tant que collectivité, nous ne devons pas perdre la foi. Parce que après nous, d'autres viendront prendre le relais. Nous ne sommes pas seuls dans ce continent. Et nous voyons très bien au-dessus de nos têtes euh, les péripéties de nos frères du Sahel, avec l'AES, avec tout ce qui se passe, que nous aimions, que nous apprécions ou pas. Il y a des choses qui se passent. Et donc, nous qui sommes dans le peuple, nous, en tant que pays, en tant que nation, nous devons avancer ensemble. Et demain commence aujourd'hui. N'oublions pas cela. Demain commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est maintenant. C'est pour nous tous ensemble. Parfois, on imagine le pire par peur d'espérer. Mais nous ne devons pas avoir peur d'espérer. C'est ce que je voudrais dire à propos de ce code électoral. Nous ne devons pas avoir peur d'espérer parce que ce que nous décidons pour notre pays, ce sera fait ensemble. Ce que nous voulons faire de notre pays, ce sera décidé ensemble. Alors, du petit endroit où je suis, de là où je me situe humblement, je n'ai qu'une seule demande, je n'ai qu'une seule requête, je n'ai qu'une seule prière, que tous ensemble, opposition, mouvance, du haut de l'échelle, donc du plus grand d'entre nous, du premier d'entre nous, le chef de l'État, jusqu'au plus petit d'entre nous, retroussons nos manches, demandons ensemble, collectivement, que nous révisions encore une fois ce code, que nous l'amendions encore une fois, que nous, tous ensemble, nous allions vers quelque chose de, je dirais, comme le dit la Constitution, de consensuel. Cette valeur consensus est la chose la plus importante chez nous. Nous devons travailler ensemble pour que les acquis des uns et des autres demeurent tout en gardant les fondements essentiels de notre pays. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous quereller
pour des choses qui ont trait à l'essence de qui nous sommes. C'est mon seul message. C'est ce que j'ai à dire à propos du code électoral, des révisions, de la Constitution et des querelles qui minent ce que nous avons de plus cher, la Constitution de la nation, la Constitution de notre avenir, de celui de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Nous ne pouvons pas accepter de nous déchirer comme ça. Nous ne devons pas accepter de nous déchirer comme ça. Nous avons l'histoire récente, nous avons l'histoire ancienne. Que voulons-nous pour le futur? C'est la seule question à laquelle nous devons nous atteler. Et pour cela, nous devons travailler ensemble. Pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Quels que soient les plus forts du moment et les plus faibles du moment, ils doivent travailler ensemble. C'est une nécessité absolue. Il n'y a rien au-delà de ça. Ils ne doivent voir rien au-delà de ça. Travailler ensemble pour construire un Bénin prospère pour chacun et pour tous. Je dis bien pour chacun et pour tous. Moi, je m'y engage en tant que citoyen. C'est la seule réponse possible que je peux donner. Merci beaucoup. En tant que citoyen, nous exigeons beaucoup de nos dirigeants, mais on se rappelle, Kennedy disait, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que nous devons faire pour nos pays. Est-ce qu'en Afrique, les citoyens ont besoin un reformatage de leur conscience par rapport à la chose publique? Il est de notoriété publique que les enfants de la Révolution, j'insiste beaucoup dessus, les enfants de la Révolution ont, donc tous ceux qui sont nés dans les années 70, hein, et peut-être un peu à 80, avant que les programmes scolaires ne changent, euh, ont une conscience peut-être un peu plus aiguisée de la chose publique, ou en tout cas de l'idée qu'ils se font de leur pays. J'ai peut-être tort, mais c'est une impression que j'ai. Et quand je regarde dans la sous-région, pour globaliser un peu plus, il y a beaucoup d'initiatives qui naissent de la population civile, qui naissent des organisations civiles. Au Sénégal, je travaille avec un jeune prof qui s'appelle Nietzsche, euh, qui a été, je dirais, récompensé par plusieurs organisations internationales pour son travail auprès des écoles. C'est extrêmement intéressant de remarquer que l'éducation est l'une des choses les plus indispensables pour notre développement et pourtant, les coûts qui y sont consacrés sont extrêmement faibles. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que ce garçon, Nietzsche, vous pouvez aller consulter son site internet et son profil euh, Twitter, maintenant dit X, il est extraordinaire dans ce qu'il fait. Et euh, personnellement, je m'en inspire beaucoup. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des gens qui vous inspirent, même s'ils sont plus jeunes que vous, surtout s'ils sont plus talentueux que vous. Et c'est extrêmement important que les sociétés civiles, les organisateurs de la société civile puissent permettre à ce que chaque individu qui le désire, qui le veut, à travers des organisations bien structurées, bien organisées, bien implantées, puisse s'investir dans la cité. S'investir dans la cité, je le dis, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on peut le faire de plusieurs manières. De plusieurs manières. Et la première manière de la faire, c'est la manière non élective. On peut ne pas être un élu et se consacrer à son pays, à sa cité. Je donne aussi un autre exemple, un exemple extrêmement éclairant. Il s'appelle Bassalé Gérard. Il habite à Porto Novo. C'est le directeur général du centre culturel Wadada. Si Porto Novo est transformé aujourd'hui sur le plan architectural et sur le plan urbanistique, c'est grâce à lui. Et il n'y a pas un fonds, je dis bien, il n'y a pas un franc d'aide de l'État béninois dedans. C'est assez extraordinaire. Allez voir sur la page Facebook du Centre culturel Wadada, allez voir sur le site internet Wadada et allez surtout voir les musées virtuels que Wadada a construits sur Internet. Allez regarder les places vaudou qui ont été rénovées à Porto Novo. Aujourd'hui, il y en a 11.
11 places Vaudou qui ont été rénovées à Porto Novo sans que le Bénin n'ait investi un franc. Donc, les initiatives personnelles, les initiatives privées qui permettent de redonner de la fierté aux individus et aux communautés, qui permettent, je dirais, de transcender qui nous sommes, permettent à tout le monde d'avoir une vision beaucoup plus juste et beaucoup plus vraie de qui nous sommes. Effectivement, la ville de Porto-Novo a été délaissée pendant des années par tous les gouvernements successifs dans ce pays. Et Gérard Bassalé fait un travail remarquable. Je peux vous dire qu'il est invité dans le monde entier. Il est invité à l'intérieur même du pays, à Ouida, à Bomé, pour aider à la rénovation et à la restauration euh, des places et des musées et des palais royaux. Donc, vous voyez, effectivement, chaque individu peut contribuer au rayonnement de son pays sans attendre de l'État central. Mais il faut que l'État central aussi puisse permettre, dans des conditions, je dirais, légales, dans des conditions structurelles, à ce que les gens puissent aider l'État. Et en Afrique, nous avons effectivement beaucoup de problèmes de ce côté-là au niveau de la législation, afin de libérer les énergies, afin de permettre aux gens de faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire sans pour autant avoir le fardeau de la législation. Effectivement, il faut qu'il y ait des choses cadrées, des choses structurées, c'est évident, des choses rigoureuses, mais en même temps, il y a un tel fardeau pour ceux qui veulent s'investir réellement que parfois il y a un gros découragement, il y a un gros potentiel en Afrique de par sa jeunesse, de par sa culture populaire. Nous pouvons faire beaucoup, mais il faut une libération de l'énergie et bien évidemment, et j'en reviens aussi un peu à ça, l'ambiance générale de nos pays d'Afrique francophone ne permettent pas ou laisse peu de place à des gens qui ont envie de s'investir de manière non élective parce que la suspicion est très vite donnée, le doute est très vite insinué, il veut quelque chose, il veut faire ci, il veut faire ça. Alors qu'en réalité, les gens sont de très bonne volonté, ils le font parce qu'ils en ont envie, ils le font parce qu'ils le veulent et parce qu'ils ont aussi un sentiment de redevabilité. Je fais parce qu'on l'a aussi fait pour moi. Je le fais parce que j'ai envie de donner à ma communauté, j'ai envie de rendre ce que j'ai reçu. Et il y a plein d'autres exemples. Par exemple, euh, euh, je prends l'exemple des fondations qui existent dans nos pays. Elles font des choses qui permettent à ce que, je prends la fondation Talon, par exemple, la fondation Claudine Talon, au CHUDO, hein, à Porto Novo, il y a un centre qui a été ouvert en pédiatrie pour prendre en charge les cancers pédiatriques. C'est extrêmement intéressant, c'est important. C'est un apport du privé dans la prise en charge des enfants qui ont un cancer qui, en temps normal, ne peuvent pas être pris dans charge parce que ça coûte extrêmement cher. Vous voyez, donc, il y a plein d'initiatives privées, des initiatives personnelles, parfois même des initiatives sous couvert d'État qui permettent à ce que l'individu puisse aider l'autre. Et donc, oui, on peut faire beaucoup de choses pour notre pays sans être élu, mais il faut absolument qu'il y ait un environnement, je dis bien légal, un environnement législatif qui permette à ce que les choses puissent être faites dans de bonnes conditions, sans pour autant qu'on puisse accuser les gens de vouloir faire des choses parce qu'ils veulent autre chose. Vous avez parlé tantôt de la révolution. Est-ce que la démocratie est venue nuire au respect de la chose publique? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que nous oublions souvent une chose. Nous oublions que euh, les changements de statut, les changements de régime euh, ne permettent pas, ipso facto, dans un temps très court, une sorte d'éducation publique permettant à ce que la plus large part de la population puisse comprendre réellement les tenants et les aboutissants. Euh, je dirais la démocratie américaine est née de la guerre contre les Britanniques, donc la guerre d'indépendance. Aujourd'hui, il y a 4 ans, précisément, le 6 janvier 2021, euh, nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu que le Capitole a été pris d'assaut. Et pourtant, c'est la plus vieille démocratie du monde. La Révolution française a été faite en 1789. Aujourd'hui, nous voyons que, avec
la guerre des Gilets jaunes, la guerre entre parenthèses, avec la crise des Gilets jaunes, avec les crises actuelles, beaucoup ont taxé Macron de dictateur. Très bien. Il n'y a pas dans les démocraties, il n'y a pas de temps qu'on peut laisser au doute. Il faut consolider la démocratie en permanence. C'est un travail de tous les instants. Nous voyons la plus grande, en termes de nombre de population, démocratie du monde en Inde. Elle est confrontée à plusieurs problèmes et pourtant, les élections ont lieu régulièrement. L'alternance a lieu de manière régulière, tout comme aux États-Unis, tout comme en France, tout comme en Grande-Bretagne, tout comme en Allemagne, tout comme en Afrique du Sud. La démocratie est un processus très long. La démocratie est un processus qui, pour s'enraciner dans la population, a besoin de deux mamelles. La première, c'est l'éducation. La première mamelle de la démocratie, c'est l'éducation. On ne peut pas, et c'est prouvé partout, c'est scientifique, c'est quasiment naturel. Pour forger quelque chose dans le temps, il faut l'enraciner et l'ancrer dès le bas âge. C'est ça l'éducation. L'éducation à la démocratie est un travail qui doit être fait aussi bien par l'État à travers l'école que par la société civile à travers certaines fondations. Est-ce que vous savez que les fondations au Bénin qui s'occupent de travailler sur la démocratie dans notre pays sont souvent des fondations étrangères? Par exemple, le parti politique CDU-CSU en Allemagne et son pendant SPD en Allemagne ont des fondations politiques qui travaillent au Bénin à inculquer la démocratie aux jeunes béninoises et aux jeunes béninois. C'est remarquable, mais en même temps, c'est affligeant. Je dis bien affligeant. Prenez le programme d'histoire du Bénin, d'histoire du primaire au collège, et regardez s'il y a une seule partie qui est liée à l'histoire contemporaine du Bénin. Zéro. Est-ce qu'on enseigne la conférence nationale à l'école publique au Bénin? Non. Est-ce qu'on enseigne la révolution au Bénin? Non. Est-ce qu'on enseigne l'histoire du Bénin aux Béninois? Globalement, non. Comment voulez-vous, comment voulons-nous, de manière collective, de manière, je dirais, consensuelle, enraciner quelque chose dans notre pays si nous ne l'apprenons pas à nos enfants, si nous ne l'apprenons pas à nos élèves? Comment allons-nous former des citoyens qui seront capables de faire des choix pour demain, pour aujourd'hui, des choix dignes, des choix respectueux de nos valeurs, de nos cultures, de nos coutumes et de nos espérances? Comment allons-nous former ces gens-là à faire des choix si on ne leur apprend rien, si on ne leur apprend pas leur histoire? Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Que voulons-nous construire? Cela se fait à l'école, d'abord à l'école. Qu'est-ce que le Bénin? Qu'est-ce que l'État béninois? Qu'est-ce que la patrie béninoise? Qu'est-ce que la nation béninoise? Qu'est-ce qui la compose? Quelles sont ses visions? Quels sont ses objectifs? Où voulons-nous aller dans le Conseil des Nations? Que voulons-nous apporter au monde qui soit différent de ce que nous voyons à la télé? Quels citoyens voulons-nous construire aujourd'hui pour que demain notre pays soit prospère? Et c'est en cela que je fustige avec, je dirais, le sentiment le plus dur, le sentiment le plus, je dirais, le plus, oui, le plus extrême. Tous ceux qui ont contribué à ce que l'école béninoise, aujourd'hui, soit, comme aurait dit l'autre, un véritable désert. Parce que c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons. En perdant des enfants, une classe d'âge, en perdant des classes d'âge, en perdant des générations entières. Et hop, demain, aujourd'hui comme hier, les partis politiques qui ne font absolument pas leur rôle d'enseignement de la citoyenneté, d'enseignement d'une idéologie politique, tout comme la société civile, où, dans laquelle nous avons effectivement beaucoup de gens qui se repaissent
des aides des organisations internationales qui font vraiment du surplace ou qui font du pipeau pour ne ramasser que les aides au lieu de faire du vrai travail de terrain. Oui, nous avons aujourd'hui une génération qui ne connaît pas son histoire, ne connaît pas son présent et a peur du futur. Il a peur du futur parce que c'est un saut dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste, effectivement, tout ce que nous déplorons aujourd'hui avec, évidemment, c'est universel. Ce n'est pas propre au Bénin, ce n'est pas propre à cette génération-là, mais c'est propre à des générations qui ont été perdues, à laquelle on a livré littéralement et sans aucune vergogne le monde. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y ait effectivement une mauvaise éducation, on se plaint qu'il y ait manque du respect dans la société, on se plaint que les gens puissent être achetés, qu'on puisse acheter leur conscience, les achats de conscience de vote. On se plaint que des jeunes puissent suivre des politiques et comme des moutons de panurge et aller frauder, aller tricher lors des élections qui déterminent la vie de tout le pays, de tout le peuple. Vous voyez tous ces mots que les gens décrivent comme des mots liés à la jeunesse. Je dis non. Non, ne condamnez pas la jeunesse aussi vite. La jeunesse, elle fait ce qu'elle peut. Elle essaie de se débrouiller parce qu'elle est face à un chômage ahurissant, à un chômage vertigineux. Elle est face à une mauvaise éducation, dans le sens une mauvaise instruction. On ne lui a pas appris, on ne lui a pas montré les vertus de quelque chose. Ne vous attendez pas à ce qu'elle soit vertueuse. Non, il faut l'éduquer, il faut lui montrer le chemin. Et quand cette même jeunesse regarde vers le haut et voit ses aînés, ses pères, ses géniteurs se comporter de la sorte, il est évident que l'éducation par l'exemple aussi fait son chemin. Si lui, il a fait ça, pourquoi moi je ne le ferai pas? Je prends un exemple tout simple. Nous avons entendu dans notre pays, de manière publique et sans aucun filtre, un député dire j'ai pris 400 millions chez telle personne. Pourquoi ne voulez-vous pas qu'un jeune aille prendre 2000 francs pour aller voter? C'est la même chose. C'est la même chose. La corruption de l'esprit, l'achat de la conscience est la pire des choses. Je dis bien, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir dans un pays parce que cela dénote d'une absence complète de patriotisme. Cela dénote d'une absence complète de vision pour l'avenir. Cela dénote pour, attention, je parle pour ceux qui se sont enorgueillis d'avoir fait ça et l'avoir dit publiquement et le redire sur les réseaux sociaux, c'est une honte. Il n'y a pas de plus grande honte que ça. Il n'y a pas de plus grande honte. Nous devons éduquer la jeunesse, être des modèles, des exemples, parce que notre futur dépend d'eux. Et pour cela, la première mamelle, c'est effectivement l'éducation. Nous devons éduquer notre jeunesse, nous devons lui permettre d'avoir accès à plein de compétences, à avoir accès au travail. Et en plus de l'éducation, il y a la morale publique. C'est de ça que je parle, la morale publique, l'éthique publique, l'intégrité publique de ce que nous faisons. Et quand effectivement on entend, on voit tous ces hommes politiques qui se réclament à corps et à cri de telle partie, alors qu'en réalité ce qui leur permet de se maintenir à flot, c'est l'achat de leur propre conscience pour les votes. Nous avons entendu dans ce pays, Madame Rosine Soglo dit, j'ai pris tel, on m'a payé tel pour faire tel. Non, ce n'est pas normal. On ne peut pas accepter ça pour après reprocher aux jeunes d'aller prendre de l'argent et aller voter. Non, non. La question est bien simple. Donc oui, chaque citoyen, chaque individu peut se poser la question de savoir ce qu'il peut faire pour son pays, mais en même temps, son pays doit être capable de lui montrer un chemin, le chemin qu'il doit suivre, de lui montrer une direction, celle qu'il doit prendre, et surtout de lui montrer un avenir, le sien et celui de tout le monde. Nous abordons maintenant la situation du système de santé au Bénin. Sur ce chantier, les pays africains traînent encore les pas. Après plus de 30 ans, 60 ans plutôt d'indépendance, le plateau technique est quasiment inexistant. Les hôpitaux sont délabrés et pour certaines pathologies, il faut encore évacuer les Africains en Europe ou ailleurs dans le monde. On a même entendu ce week-end qu'un candidat aux élections présidentielles au Sénégal a été évacué d'urgence en France.
Docteur Abessi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi sur ce chantier-là, on a encore du mal à s'occuper de nous-mêmes? Je vais imiter un peu le futur ex-président du Sénégal, Macky Sall. Euh, il a dit, et je le répète in extenso, je vous le dis avec solennité, l'heure est grave. L'heure est grave parce que la vitesse de progression des maladies chroniques en Afrique nous impose de relever le niveau global de la santé en Afrique. Il faut se dire, vous avez posé une question qui est, pour moi en tout cas, la question la plus centrale des 40, 50 années à venir. Parce que nous ne pouvons pas concevoir collectivement le développement de nos pays si la population n'est pas en bonne santé. C'est impossible. C'est quasi impossible. Une population malade n'est pas une population efficace au travail. Et donc, une population non efficace est une population qui n'est pas productive. Et sans productivité, pas de croissance. Et sans croissance, on peut dire adieu à tout. Je dis bien adieu à tout, y compris à notre souveraineté. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là. La décadence de l'Empire romain n'est pas seulement une décadence militaire, mais c'est une décadence des mœurs et une décadence liée à la fragilité de sa population. C'est historique. C'est historique. Et la décadence liée à la maladie peut être fatale à un pays entier, peut être fatale à un empire. L'histoire l'a montré très clairement. Donc, la question de la santé est une question qui est centrale. Et pour moi, personnellement, individuellement, la question de la santé, de l'éducation et de l'économie sont des questions qui sont absolument centrales. Elles font partie de ce que j'appelle le triptyque de la défense. Nous devons avoir une défense militaire, bien entendu, qui effectivement nous permette de nous défendre contre les agressions, de protéger notre frontière dans le cadre de la CEDEAO ou de l'Afrique ou de l'UMOA, de n'importe quelle organisation internationale sous-régionale, la défense civile. Et c'est dans cette composition de la défense civile que se structure la santé et l'éducation. Et enfin, il y a la défense économique, dans le patrimoine économique, à travers la protection de nos ressources économiques, que ce soit agricoles, minières, halieutiques et forestières. Donc, vous voyez, c'est un concept global, d'accord, qui m'anime et qui me permet de dire que dans le cadre de la défense civile, nous devons éduquer et protéger. Éduquer et protéger. Et la protection sanitaire fait partie de ce cadre-là. Et en cela, j'ai bien envie de vous montrer que si l'Afrique tout entière est en train de passer progressivement, de faire ce qu'on appelle la transition épidémiologique des maladies infectieuses, comme le paludisme, comme la tuberculose, qui sont des maladies qui ont ravagé notre continent. Jusqu'à encore récemment, il y a 500 000 morts par an de paludisme en Afrique, chez les enfants de moins de 5 ans à 95%. Aujourd'hui, il y a un vaccin. La tuberculose, il y a un traitement. Il est long, il est presque gratuit. En tout cas, il coûte beaucoup moins cher. Et donc, nous y avons accès. Les maladies infectieuses, nous avons connu, comme le monde entier, la pandémie du Covid. Et bien évidemment, nous avons vu que l'Afrique, en tout cas le Bénin, s'en est relativement bien sorti, puisque cette pathologie a plutôt une plus grande influence chez les gens qui ont des maladies chroniques. Et c'est là où nous péchons. C'est là où les pays africains ont un vrai travail à faire de manière globale. En effet, nous n'avons pas encore fini la transition épidémiologique, que nous sommes déjà le continent où il y a 25% de part de marché des maladies chroniques. 25%, c'est extraordinairement excessif. C'est trop et c'est inadmissible. Cela signifie que nous n'avons pas été préparés à ces maladies lentes, cruelles et mortelles qui tuent de manière insidieuse et silencieuse. L'hypertension artérielle.
il n'y a souvent pas de signes. Le diabète, quand on se rend compte chez nous, c'est souvent assez tard. L'insuffisance rénale, maladie qui tue de plusieurs manières. Ça coûte cher. Il faut des dialyses régulières, 2 à 3 fois par semaine. Et enfin, les cancers. Et pourtant, nous sommes encore le continent le plus pauvre. Nous sommes encore le continent le plus pauvre et nous avons déjà 25% du fardeau du monde des maladies chroniques graves qui tuent. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde avec les cancers. Donc, 25% de la mortalité en Afrique est liée à ces pathologies-là. 25%. Or, l'Afrique, c'est 1 milliard, c'est 1/9 de la population. L'Afrique, c'est 1/9 de la population. Nous avons 25% des maladies les plus graves de la Terre. C'est grave, tout en restant le continent le plus pauvre. Donc, le fardeau de la pauvreté associé au fardeau de la maladie et bientôt associé au fardeau du changement climatique avec toutes les maladies que le climate change va nous importer, je peux vous assurer que nous sommes un continent qui est déjà en train de mourir. Si nous ne prenons pas les mesures radicales dès maintenant, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'éducation. Aussi bien, il faut une éducation civique et citoyenne, en même temps, il faut une éducation à la santé, qui commence aussi à l'école primaire. Je vous donne quelques chiffres. Pendant la pandémie du Covid, on a installé devant les écoles, devant les mairies, devant les marchés, devant les lieux publics, même devant les maisons, des seaux, des bassines avec de l'eau et du savon pour se laver les mains. Si vous allez voir, j'y étais, en tant que médecin, j'y étais, dans les services de pédiatrie, dans les services de pneumologie, dans les services de gastro-entérologie ou les services de médecine, il y avait une quasi-disparition des maladies manuportées. Je dis bien une quasi-disparition des maladies respiratoires et des maladies manuportées chez les enfants. Il n'y avait plus de diarrhée, il n'y avait plus de gastro-entérite, il n'y avait plus de maladies comme les infections virales. Il n'y avait que du Covid. Cela signifie que le lavage des mains, rien que le lavage des mains, il n'y avait plus de choléra, il n'y avait plus de dysenterie, il n'y avait plus ça. Il n'y avait plus ça. C'est extrêmement important. Et c'est partout dans le monde entier. Et au Bénin, je l'ai vécu directement puisque j'ai travaillé au Bénin pendant le Covid. Donc, vous voyez, l'éducation à la santé, l'éducation la plus simple. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on le sait. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand il y a eu Ebola en Guinée, au Libéria, comment est-ce que le pays a réagi par rapport à ça? C'est la même chose. On a installé des bassines, des seaux pour que les gens se lavent les mains. Puisque Ebola aussi, c'est pareil, c'est manuporté. C'est manuporté. Et donc, toutes les maladies qui sont liées aux infections manuportées, l'hépatite A, l'hépatite B, la dysenterie, toutes les maladies manuportées, c'est important ça. C'est quasiment un cri de cœur. C'est un cri de cœur parce que c'est terrible que rien que se laver les mains peut sauver des vies des enfants, peut sauver des vies des femmes enceintes, peut sauver des vies des gens qui sont déjà un peu fragilisés. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'eau partout dans toutes les écoles pour que les enfants puissent se laver les mains? Ça, c'est quelque chose de très basique, de très banal. L'accès à l'eau pour le lavage des mains. Pendant la crise d'Ebola, on a pu le faire. Pendant la crise du Covid, on a pu le faire. Et pourquoi on ne peut pas le faire maintenant? Pourquoi on ne peut pas continuer? C'est un effort constant, permanent. C'est comme la démocratie. La démocratie ne s'installe que si on la laisse s'installer, que si on dit aux gens, que si on éduque les gens, que si on entraîne les gens dans ce sillage-là, qu'on apprenne aux gens à être libres, qu'on apprenne aux gens à penser librement et à agir librement dans un seul et unique but, la grandeur, l'espérance de leur pays, de leur cité, de leur communauté. C'est à ça que ça sert la liberté. La liberté ne sert pas à faire ce qu'on veut. Non, elle a un objectif. Je suis libre parce que je veux concourir et participer au rayonnement de mon pays et de mon continent. Je suis libre parce que je veux aider mon voisin à être meilleur.
C'est ça le sens de la liberté. Et donc, confisquer la liberté des gens, c'est réduire la productivité du pays. Confisquer la liberté des gens, c'est éliminer tous les cerveaux, tous les génies capables de faire mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est en cela que le sentiment de liberté est un sentiment extraordinaire qui permet aux gens d'avancer, d'aller plus loin et d'imaginer des choses différemment que s'ils ne l'étaient pas. C'est aussi un plaidoyer pour la liberté. C'est aussi un plaidoyer pour l'éducation. C'est aussi un plaidoyer pour la santé parce que, bien évidemment, et il faut en même temps le dire, euh, si depuis 60, les indépendances, très peu a été fait, c'est aussi parce que les notions ont changé. La manière de penser aussi, la manière de penser la santé a changé. Nous avons hérité d'un système, nous héritons d'un système de pensée francophone où on guérit la maladie. Le soin à la santé est un soin curatif. Or, dans les pays du Nord ou dans d'autres pays plus anglophones, nous, la façon de penser la santé, c'est d'abord la prévention. Et la prévention commence justement à l'école primaire. La prévention commence par l'alphabétisation, par exemple. Parce que prévenir, c'est apporter des connaissances, des compétences aux femmes, des compétences à nos populations pour qu'elles ne tombent pas malades. Et pour ne pas tomber malade, il vaut mieux être informé. Donc, l'information entraîne une augmentation de la compétence et la formation de nos plus jeunes, de nos enfants, amène une connaissance qui est beaucoup plus diffuse dans la société. Je voudrais rajouter une chose. Il est évident que l'État étant une continuité, chaque État se succédant les uns aux autres, la première, la deuxième, la troisième République au Bénin, a essayé de faire ce qu'il a pu. Mais il faut noter que sous le régime de la rupture, il faut le dire de manière aussi claire, euh, malgré tous les ratés qu'il y a à propos de la fuite de nos médecins vers l'étranger pour des raisons qui sont justifiées, il y a quand même des efforts qui sont faits pour l'amélioration au niveau du matériel dans plusieurs unités et dans plusieurs hôpitaux. Et comme vous le savez aussi, il y a la construction en cours jusqu'en juin 2024, qui sera terminée en juin 2024, de l'hôpital du centre de référence, qui est le centre euh, hospitalier international de Calavi, le CHIC, qui va être terminé au mois de juin. Il faut reconnaître à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un hôpital qui n'existait pas. D'accord? Le CNHU, on voit ce que c'est un hôpital pavillonnaire qui est vieux, vieillissant, vieillot, où les gens travaillent dans des conditions horribles, où les malades meurent aussi dans des conditions horribles. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Mais néanmoins, il y a un nouvel hôpital qui est en train de naître et qui va avoir des compétences et qui va avoir des spécialités qui n'existaient pas au Bénin. Eh bien, qui n'existaient pas au Bénin. Par exemple, la cardiologie interventionnelle. Mon père est mort d'un infarctus du myocarde à 50 ans, à Cotonou, dans un hôpital à Cotonou. Dans sa voiture, il a fait une douleur thoracique, il est sorti, le SAMU est arrivé, on l'a emmené à l'hôpital, il a dit qu'il était fatigué, il n'a pas eu d'électrocardiogramme, on aurait vu tout de suite qu'il faisait un infarctus, et il est mort. Parce que même s'ils avaient vu qu'il avait un infarctus, il leur a fallu faire une coronarographie pour aller déboucher l'artère qui était bouchée. On n'a pas ça. Jusqu'à aujourd'hui, à l'instant où je vous parle là, on n'a pas ça. Le Mali, là, la Côte d'Ivoire, là, le Ghana, là, le Sénégal, là. Mais au Bénin, on n'a pas ça. Donc, moi qui suis au Bénin aujourd'hui, je fais un infarctus. J'ai 47 ans. Je fais un infarctus. On ne pourra pas me faire une coronarographie. C'est très grave. C'est tellement grave que la conscience des gouvernants doit être interrogée. Mais il faut dire que aujourd'hui, au Bénin, probablement à partir du mois de juin ou d'octobre 2023, en tout cas l'année prochaine, au Bénin, on pourra avoir de la cardiologie interventionnelle au Bénin. Vous faites un infarctus, on va pouvoir déboucher votre artère. Ça, quand même, c'est important. C'est important.
Nous avons aujourd'hui des neurochirurgiens au Bénin. Le professeur Ali Ronou est l'un des meilleurs chirurgiens de la sous-région. Il travaille au Bénin. Nous allons avoir la transplantation rénale au Bénin. Ça n'existe pas chez nous. Donc, certains patients dialysés pourront bénéficier de transplantation rénale au Bénin. C'est important. On pourra faire de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert au Bénin. C'est important. On pourra soigner plus de cancers au Bénin. C'est important. Nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Mais nous sommes aussi là pour critiquer ce qui n'est pas bien et nous le disons, nous le faisons. Vous en Je êtes voulais, témoin. Nous le disons, nous le faisons. oui, docteur Agassi, je voulais revenir sur l'élément, je ne vous coupe pas. Vous avez parlé du lavage de mains qui a été peut-être instauré pendant le coronavirus et ça a permis la diminution de certaines maladies qu'on observait dans nos hôpitaux. Est-ce que vous l'avez observé individuellement? Est-ce qu'à l'échelle du pays, on n'a pas fait un bilan de ces actions pour pouvoir faire de cette mesure qui va perdurer dans le temps? Écoutez, je ne vous cacherai pas que j'attends encore aujourd'hui l'autorisation de publication de mes résultats, autorisation qui doit être donnée par le ministère de la Santé. J'ai fait une recherche officielle, étant doctorant en santé publique à l'université Pierre Louis de la Sorbonne, en santé publique. J'ai travaillé sur le Covid au Bénin et j'ai travaillé sur la résilience des systèmes de santé au Bénin. Donc, j'ai passé de 2020 à 2023, j'ai passé beaucoup de temps au Bénin, plusieurs mois au Bénin, en même temps à travailler directement au centre de traitement des épidémies de manière bénévole à Alada et à Calavi en tant que médecin. Ma spécialité de base, c'est quand même la médecine d'urgence. Donc, j'ouvre une parenthèse, oui, chaque individu, chaque citoyen peut faire des choses pour son pays de manière à ce que son action puisse, dans le temps, apporter un meilleur réconfort, un meilleur vivre à ses concitoyens. Et c'est dans ce cadre-là que je me place. Pour reprendre un peu la phrase de Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et c'est ce que moi j'ai fait pour mon pays. Contribuer à la riposte de manière bénévole en allant au Bénin travailler avec mes collègues béninois, avec mes collègues médecins, bien entendu, sur le terrain et donner de mon temps, donner de ma connaissance, de mon expertise à mes collègues. C'est ce que j'ai fait. Donc oui, j'ai constaté de visu, hein, puisque j'y étais, une diminution de certaines pathologies. Et non seulement ça, plusieurs publications dans les journaux scientifiques, dans le monde entier, ont montré l'apport du lavage des mains et du port du masque. Le port du masque, lui tout seul, il permet une diminution des maladies portées par les sécrétions nasales. Ça tombe de sens, on porte un masque. Le lavage des mains tout seul permet une diminution des maladies manuportées. Associer les deux, lavage de mains et port de masque, ça crée un effet levier extraordinaire parce que quand vous toussez, par exemple, à côté d'un enfant qui est prématuré ou d'un enfant qui est fragile, pour lui transmettre la grippe, pour lui transmettre le Covid, pour lui transmettre le VRS, pour lui transmettre tous les virus aéroportés, d'accord, y compris un adulte, pour aussi le transmettre. S'il est immunocompétent, il va résister, donc il va juste avoir un rhume ou juste avoir une maladie bénigne. Mais s'il est immuno-incompétent, il va avoir une maladie grave, d'accord. Et si vous allez aux toilettes et que vous ne vous lavez pas les mains, que vous avez une diarrhée qui est plein de Clostridium difficile et que vous le transmettez à un malade qui est immunodéprimé, il va mourir. Si vous le transmettez à un enfant, l'enfant aura, s'il n'est pas immunocompétent, il va aussi mourir. On parle des choses basiques, des choses simples. Imaginez, et je retourne un peu dans le cas de l'éducation et de l'école. Imaginez que dans nos salles de classe, dans nos écoles, les toilettes sont extraordinairement désagréables. Extraordinairement désagréables. Il n'y a rien pour se laver les mains quand on sort des toilettes. Allez, dans n'importe quelle école du Bénin, il n'y a rien pour se laver les mains. Rien. Rien. C'est grave. C'est grave.
C'est très grave. Il faut rénover les toilettes de nos écoles pour éviter que ces enfants transmettent des maladies manuportées à tout leur entourage et à tous leurs collègues. Et installer des points d'eau dans les écoles pour que les enfants, quand ils vont aux toilettes, ils se lavent les mains avec de l'eau et du savon. C'est simple. Ça a un coût. Certes, ça a un coût. Mais le coût de la prévention, toutes les études le montrent, c'est souvent un rapport de 1 à 100, 1 à 10, 1 à 100. Si on paye 1000 francs pour éviter une maladie, bien évidemment, on gagne 10 000 francs de soins curatifs pour la même maladie. Imaginez à l'échelle populationnelle ce que ça peut donner. Imaginez à l'échelle d'un pays ce que ça peut donner. En évitant des maladies, on évite des coûts induits. D'autant plus que dans nos pays, et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, nous n'avons pas un système de protection sociale efficace. Il faut être très clair. Le gouvernement de Yahi Boni avait commencé à installer le RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Il n'a pas eu lieu pour diverses raisons. Et encore une fois, comme l'État est une continuité, le gouvernement de la rupture a mis en place un autre système de protection sociale qui est un peu plus étoffé, mais dont l'expansion aujourd'hui est un peu limitée. Bien sûr, le programme prend un peu du programme du RAMU avec un système de gratuité pour les plus pauvres, pour ce qu'on appelle les indigents, d'accord, qui n'auront pas à payer des frais de santé, mais qui pourraient être pris en charge. Mais néanmoins, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que ce système de protection sociale soit élargi à l'ensemble de la population et le plus vite possible. Voilà 10 ans que, 8 ans que le régime de la rupture est en place. Effectivement, il y a eu beaucoup de progrès et il faut être honnête, hein, il faut être vraiment honnête. Il y a eu beaucoup de progrès dans la prise en charge de certaines maladies pour les indigents, mais il est fort regrettable que l'extension du système de protection sociale ne soit pas encore, malgré les difficultés techniques. On peut le penser, on peut le dire, et c'est vrai. Il y a des difficultés techniques, c'est vrai. Mais néanmoins, il faut étendre la protection sociale à la population tout entière. Il n'est plus possible, il n'est plus normal qu'au XXIe siècle, au début du XXIIe siècle, un pays comme le Bénin, malgré tous ses atouts, malgré sa fiscalité, on ne puisse pas avoir un système de protection sociale qui permette au plus grand nombre d'avoir accès à la santé à moindre coût. Parce que finalement, c'est ça le vrai point, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on aurait du matériel? Est-ce qu'on aurait des médicaments? Est-ce qu'on aurait un plateau technique adapté? Si les gens ne peuvent pas payer les soins, ils vont quand même mourir. Et nous avons vu au CNHU, il y a même eu des prisonniers, des gens qu'on a gardés comme dans une prison parce qu'ils ne payaient pas leurs soins. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bien que nous soyons dans un régime libéral, d'accord, c'est l'idéologie politique actuelle, c'est le libéralisme. Mais moi, je dis non, vous vous trompez. Ce n'est pas du libéralisme que vous faites de l'ultralibéralisme. Appelons un chat un chat. C'est de l'ultralibéralisme. Même dans le pays le plus libéral du monde, aux États-Unis, il y a le Medicaid et le Medicare qui existent pour les plus pauvres et pour les plus âgés. Les plus âgés d'entre nous au Bénin n'ont aucun soin, zéro. C'est le paiement à l'acte intégral. Tu as un soin, tu payes. Tu as une compresse, tu payes. Tu as une aiguille, tu payes. Tu payes tout. Tu payes tout. Et pourtant, tu meurs. C'est cela que les populations ne veulent pas. Elles veulent bien payer peut-être, mais avoir une qualité de soins. Et pour cela, il faut un investissement massif de l'État. Et j'ai dit tout à l'heure que, effectivement, l'État béninois, dans ce secteur, est en train de faire beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas visibles encore. L'hôpital de référence en est un. La deuxième chose, c'est l'augmentation des compétences des médecins. Et ça aussi, c'est un deuxième volet, parce que pour bien former, pour bien soigner, il faut être bien formé. Pour bien soigner, il faut être bien formé. Et pour être bien formé, il faut recevoir un enseignement de qualité.
tout est lié. Il y a une filiation naturelle entre l'enseignement de qualité, la bonne formation et le bon équipement et le bon soin qu'on donne aux patients. Et bien évidemment, effectivement, euh, l'incongruité qui existe en Afrique de l'Ouest, c'est l'absence, par exemple, de médecine d'urgence. Je pense que je devine un peu vos questions, mais c'est l'absence de médecine d'urgence qui est un élément incontournable de la pyramide des soins. On ne peut pas fonctionner au XXIe siècle sans médecine d'urgence qui prenne en charge dans les 24 heures, dans les 24 à 48 heures, les patients les plus graves. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père est mort le 9 septembre 1999 d'un infarctus du myocarde. Théoriquement, l'itinéraire des soins, ce qu'on appelle le parcours de soins d'un tel patient, c'est douleur thoracique, appel du SAMU, électrocardiogramme, d'accord? Dans les urgences du Bénin, ce n'est que maintenant qu'on est en train d'installer des électrocardiogrammes parce qu'il y a une formation de médecine d'urgence et cela nécessite que les apprenants aient du matériel pour bien se former, déjà. Électrocardiogramme, et ce patient, dès que le diagnostic est fait, il y a un traitement préhospitalier. Ça signifie que le médecin du SAMU, qu'on appelle le SMUR, qui est sur place, dans la rue, dans la maison, ou sur le stade, ou au marché, qui vient le chercher, commence déjà par traiter le malade sur place. Sur place, il appelle le centre de régulation du SAMU pour dire j'ai un patient qui fait un infarctus. Je voudrais qu'on l'emmène au plateau technique le plus proche pour qu'on puisse lui faire une coronarographie. C'est ça le parcours de soins typique, classique d'un patient de ce genre. Il ira en salle de coronarographie, on va lui faire sa coronarographie et on lui mettra soit un stent actif ou on fera une dilatation simple si, en fonction des circonstances et de ce qu'on va trouver. Prenons un autre exemple. Un patient qui fait un accident de la route, un sémidiant qui n'a pas porté son casque, donc portez vos casques, je vous en supplie. Le casque, ça sauve la vie. Le casque, ça sauve la vie. Un zémidiant qui n'a pas porté son casque et qui fait un accident et qui a un traumatisme crânien. Le médecin du SAMU et du SMUR qui vient sur place, il va constater qu'il a un traumatisme crânien, d'accord? Et selon l'examen neurologique, il va probablement lui mettre un tube dans la bouche, l'intuber, parce qu'il est inconscient, il est dans le coma. Ce patient, il doit aller en préhospitalier, directement aller au scanner pour qu'on lui fasse un scanner cérébral et un scanner du rachis cervical à minima pour voir la cause de son coma. Et à partir de là, on va appeler le neurochirurgien pour dire, nous avons un patient qui a 40 ans, qui a fait un traumatisme crânien et qui a un hématome extradural. Et le neurochirurgien, il va venir, il va dire, oui, emmenez-le directement au bloc opératoire, je vais l'opérer. Aucun de ces patients n'est passé par les urgences et pourtant c'est la filière des urgences. Donc, la formation que le gouvernement du Bénin a autorisée avec le ministre de la Santé qui est extrêmement impliqué, c'est effectivement la médecine d'urgence au Bénin. Et Ouais, c'est un... docteur, c'est sur ce volet de formation, est-ce que ça dit que au cours des dernières années, ou bien si on remonte à une décennie en arrière, dans la formation des médecins au Bénin, on n'a pas ce volet de médecine d'urgence avant? Non, non, Pas du tout. non, il n'y a pas d'urgentiste au Bénin. La médecine d'urgence est une médecine qui est spécialisée. C'est pour ça que le gouvernement a créé le DES de médecine d'urgence. C'est une spécialité à part. C'est comme la pédiatrie, la gynécologie, l'anesthésie-réanimation, que sais-je. Une spécialité à part. Elle n'existe pas. Et il faut aussi rappeler, pour un peu plus d'histoire de la médecine du Bénin, que les dernières crises locales avec ce qui s'est passé à Tofor, par exemple, ce qui s'est passé pour l'incendie du bus Ah, d'accord. récemment à Dassa, et même plus avant, il y a déjà eu des incendies, il y a déjà eu des plaies, il y a déjà eu des plaies par balle, par exemple, avec ce qui s'est passé en 2019 avec
lors des périodes électorales. Donc, tous ces éléments ont convaincu le gouvernement du Bénin et le ministre de la Santé qu'il faut absolument mettre en place une spécialité qui s'occupe de la médecine d'urgence. Cela devrait transformer les soins au Bénin parce que pour tous ceux qui vivent en dehors du Bénin, ils savent très bien, ou en dehors de l'Afrique, ils savent très bien et qui nous écoutent, ils savent très bien que quand ils ont un problème, ils vont d'abord aux urgences. Si le médecin traitant n'est pas disponible, ils vont aux urgences. Et aux urgences, il y a un tri des patients, du moins grave au plus grave. D'accord? Et cette filière permet justement en préhospitalier d'arriver à, grâce au triage, à permettre une plus grande efficacité du système. Et c'est extrêmement important que cette formation des nouveaux médecins, c'est une nouvelle spécialité, puisse être faite dans de bonnes conditions. Et je pense que notre pays s'y attelle avec ferveur, avec beaucoup de moyens, il faut le dire. Et c'est une satisfaction personnelle de voir que, oui, les gouvernants sont capables d'entendre ce qui ne va pas et mettre les moyens pour que cela aille encore mieux. Et ça, c'est un point positif, il faut le dire. Mais si on regarde un peu, vous avez cité quelques exemples d'accidents majeurs comme à Dassa ou ailleurs dans le pays. Est-ce qu'il faut attendre nécessairement euh, cette, euh, ces nouveaux médecins, si je veux m'exprimer comme ça, pour pouvoir agir sur le terrain? Parce qu'on a remarqué que quand même les gens sont totalement démunis. Ceux qui apportent les soins d'urgence ou bien les premiers soins, comme les pompiers, quand on en parle de Dassa et dans d'autres parties du pays, est-ce qu'il y a des choses à faire en urgence avant que les nouveaux médecins ne soient opérationnels? En réalité, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne de formation. C'est ce qu'on appelle la chaîne de la survie, en fait. Ici, les gens ne sont pas formés. J'insiste beaucoup sur ce mot-là. La formation est l'élément indispensable pour la prise en charge des patients, des maladies et des situations exceptionnelles. Il faut une formation. Or, qui sont ceux qui peuvent donner cette formation-là? Ce sont les médecins spécialisés en médecine d'urgence. Et au Bénin, il n'y en a pas. Enfin, c'est important, ça. Jusqu'à présent, et je dois le noter, je dois le notifier, je dois le dire, ce sont les médecins réanimateurs, donc anesthésie-réanimation, qui s'occupaient des urgences. Dans quasiment tous les pays, hein, il ne faut pas le spécifier uniquement pour le Bénin, y compris en France. C'est-à-dire que la médecine d'urgence est une médecine qui n'est pas très vieille, hein, elle est née dans les années 70. Donc c'est une jeune spécialité. Sauf que elle vient au Bénin en 2024. Elle vient au Bénin en 2024. Dans d'autres pays en Afrique du Nord, par exemple, en Tunisie, par exemple, elle existe depuis 2007, non, 2005. Alors qu'en France, elle existe depuis 2006. Vous voyez, bien qu'existant depuis les années 70, euh, elle ne devient spécialité réelle que récemment, 10-15 ans, parce que les besoins des populations, les besoins de santé ont montré que ce maillon est absolument indispensable et nécessaire pour la prise en charge des patients. Et donc, oui, c'est une chaîne plus globale. Nos sapeurs-pompiers sont formés, d'accord, mais je pense qu'il faut augmenter leur niveau de compétence. D'accord, il faut augmenter leur niveau de compétence, y compris même dans les entreprises. Je m'explique. Les gestes d'urgence, puisque c'est de ça que vous me parlez, les gestes d'urgence sont des gestes qu'on enseigne à la population générale. Je dis bien, les gestes d'urgence sont des gestes qu'on enseigne à la population générale à travers une formation qui ne dure que 2 jours. 1 jour et demi, 2 jours. Rien que ça, si on prend à l'échelle globale du Bénin, je peux vous assurer que ce type de formation peut sauver la vie de milliers de personnes au Bénin. Il y a des choses que le vulgum pecus, l'homme lambda peut faire pour sauver une vie qui n'a l'air de rien, mais qui est absolument essentiel. Comme par exemple, mettre quelqu'un en ce qu'on appelle en position latérale de sécurité. Je suis sûr que vous, Jules Jossou, vous savez le faire parce qu'on vous l'a appris au Canada ou en France ou en Belgique ou au Ghana où vous avez été. On vous l'a appris ça.
Combien de gens au Bénin savent mettre en position latérale de sécurité? Très peu. Combien de gens savent libérer les voies aériennes supérieures? Très peu. Combien de gens, lors d'un accident, peuvent mettre l'accidenté en sécurité? Très peu. Ce sont des gestes d'urgence, des gestes simples qui permettent de conserver une vie à minima avant que les secours qui ont une action plus efficiente, plus efficace et plus directe arrivent. Et pour cela, nous devons avoir un mindset global qui permette à ce que chacun, en tant que citoyen, et c'est, je rebondis encore sur votre première question, qu'est-ce que le citoyen peut faire pour son pays? C'est en se formant aux gestes d'urgence qui permettent de sauver la vie de son voisin. Vous voyez, la notion de citoyen s'enrichit de plus en plus de nouvelles compétences que nous devons apporter à nos concitoyens, qui est un citoyen mieux éduqué, un citoyen plus moral et plus éthique, quitte à même à faire des choix politiques cohérents pour son propre avenir et l'avenir de ses enfants et non plus se laisser manipuler par l'argent. Et enfin, un citoyen capable, dans la solidarité, la fraternité la plus ultime, de sauver la vie de son voisin qu'il ne connaît pas, parce qu'il a les compétences pour faire des gestes d'urgence les plus simples, parce qu'on le lui aurait appris. Vous voyez, avec ces trois compétences, toutes simples, quel citoyen voulons-nous? Quel pays voulons-nous? C'est là où nous voulons aller. C'est là où nous devons aller. C'est ça l'espérance pour le pays. Parce que cela signifie que chaque individu se sentira responsable de son voisin, se sentira responsable de l'avenir du pays, se sentira comptable de ce qui est fait. Mais ceci n'adviendra que si il est libre, que si on lui laisse la possibilité de choisir sa voie, sa direction, à travers les personnes qu'il aura jugé bon d'être élu pour le diriger. Il y a un continuum, il y a, je dirais, une sorte de ligne invisible qui lie toutes ces compétences, qui lie toute cette façon d'être, qui lie cette notion même de citoyen. On est citoyen d'un État, d'une nation à qui on peut donner sa vie, le sacrifice suprême pour nos forces armées. Et d'ailleurs, c'est le moment de leur dire merci, de les féliciter, de leur tirer un coup de chapeau pour le travail inestimable qu'ils font aux frontières nord-est et nord-ouest de notre pays en nous protégeant contre la menace djihadiste. On ne le dit pas assez. En tant que citoyen, il y a très peu de gens qui sont capables de dire je vais donner ma vie pour mon pays. Il y en a très peu. Il faut être honnête, il y en a très peu. Je peux vous dire mon pays, le Bénin, je vais me lever, j'offre ma poitrine aux balles pour... Non, il y en a très peu. Soyons honnêtes. Déjà que les gens, on leur donne 2000 francs pour aller voter, pour aller tricher, ils sont bien contents parce que ça leur permet de manger à leur faim. Ne leur jetons pas la paix, mais ça leur permet de manger à leur faim. Alors, demander à quelqu'un d'aller se faire tuer pour sauver son pays, non, il y en a très peu. Donc, il faut vraiment, honnêtement, il faut leur tirer un coup de chapeau. Il faut les remercier pour le travail qu'ils font de nous maintenir en sécurité. Mais Nous avons ce parlé. citoyen-là, Oui, allez-y, oui. mais ce citoyen-là, s'il a conscience que ceux qui l'envoient à la mort ne sont pas légitimes, vous pensez qu'il ira se faire tuer pour des gens illégitimes? Non, il n'ira pas. Donc c'est pour ça que je dis que la notion de citoyen que nous voulons développer, que nous voulons implémenter, que nous voulons disséquer et disséminer, c'est ce continuum, ce fil tendu, ténu, qui lie toutes les compétences que le citoyen doit avoir afin de faire, des choix cohérents, mais pour faire des choix cohérents, il faut qu'il soit éduqué. Et pour être éduqué, il faut, bien évidemment, reconstruire le système éducatif. D'accord? Et Oui. après ça, ce citoyen, il est capable de s'engager de lui-même, sans qu'on ne lui demande rien. Pour que son pays aille mieux, il s'engage. Soit sur la voie non élective, la société civile, individuellement, en collectivité, en communauté, avec des organisations, ou bien il se présente pour être élu. Mais la voie que beaucoup choisiront,
c'est la voie de la non-élection, c'est de la participation volontaire et bénévole à la construction de leur pays. Et enfin, ce même citoyen, ayant conscience que son pays est beau, magnifique, productif, qu'est-ce qu'il fera? Il voudra le défendre. Et pour le défendre, il sera prêt à mourir pour lui. C'est ça le citoyen. C'est ça le citoyen de demain que nous devons construire. Et pour ça, il nous faut de l'espérance. Et pour avoir de l'espérance, il faut que les gens se sentent libres. Il faut que les gens aient cette vision, cette idée que l'environnement dans lequel ils sont est propice à cela. Nous avons parlé de la construction de l'hôpital de référence. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que depuis 2016, il y a des réformes qui ont été engagées, qui ont contraint certains de vos collègues à fuir le pays, à aller s'installer dans la sous-région ou bien en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas eu certaines contradictions entre la volonté d'offrir aux Béninois de nouveaux services et les réformes engagées qui ne permettent pas aux médecins de se sentir mieux chez eux et servis? Sinon, en fin de compte, l'hôpital de référence sera animé avec des médecins étrangers et on n'aurait pas vraiment avancé dans la gestion ou bien dans la réduction des coûts liés à la santé au Bénin. Vous avez posé une très bonne question, une question extrêmement complexe qui a trait à la gestion publique, à la politique publique et à la gestion de l'État de, euh, d'une classe d'agents de l'État donné, qui sont les soignants, si on globalise en disant les soignants. Euh, Quelle est la vision pour les soignants? En effet, pendant très longtemps, il a été constaté par les populations que les médecins titulaires dans les hôpitaux, dans les centres, n'étaient pas forcément présents et forcément la qualité des soins était à désirer, soit. Ce sont les arguments que le gouvernement a donnés pour légiférer. Et après avoir légiféré, il y a un seul statut, le statut du médecin public, avec des règles extrêmement contraintes. Alors, effectivement, pour répondre à un laxisme médical, il a fallu faire une loi extrêmement difficile pour les médecins. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évaluation de l'effet de cette loi sur la politique sanitaire dans notre pays? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a une évaluation réelle de son impact sur la qualité des soins? Je ne sais pas. Même si les populations disent, oui, quand on va à l'hôpital, on trouve le professeur, on trouve si très bien. C'est déjà une bonne chose. Mais quels sont les effets pervers de cette loi? Est-ce qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites sérieusement et concrètement? Je ne sais pas. En tout cas, je n'en ai pas lu. Et pourtant, je suis très passionné de politique sociale et de politique publique, mais comme vous le voyez, et tout est bon à lire pour permettre une évaluation d'une loi qui a contraint des milliers de professionnels de santé à changer leurs habitudes, leur mode de vie et à se retrouver parfois contraints de faire certaines choses. Mais la loi a toujours de bons côtés, c'est que cela permet aux gens de savoir où ils sont et ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est ce que la loi a permis, ça. Mais quels sont les effets pervers de cette loi-là? Moi, personnellement, je pense une chose. On devrait permettre aux médecins d'avoir plusieurs statuts. Je m'explique. Le statut uniformisé d'un médecin à temps plein à l'hôpital ne lui permet pas, je dis bien ne lui permet pas, et je le dis en toute franchise, en toute honnêteté, ne lui permet pas de bien vivre. Parce que les salaires qui sont donnés aux médecins au Bénin sont ridicules. Les salaires des médecins au Bénin sont ridicules. Au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, le médecin spécialiste d'État, de l'État, il gagne au moins 1 million de francs CFA. Au Bénin, c'est entre 400 et 500 000. C'est trop bas, c'est trop peu. C'est trop peu. Il faut le dire, c'est trop peu. Ces gens, ils ont étudié pendant 10 à 11 ans.
voire même parfois 12 ans. 12 ans d'études pour gagner 400 000 francs? Non. La vie n'a pas de prix, mais la santé a un coût. La vie n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Mes collègues médecins, mes collègues médecins émigrent en masse. Les 2 dernières promotions de la FSS, je dis bien les 2 dernières promotions de la FSS, ont perdu chacune 60% de leurs médecins. 60% de la promotion a quitté le Bénin. Les 2 ou 3 dernières promotions ont perdu 60%. Donc, c'est une émigration massive de main-d'œuvre, ce qui est absolument terrifiant. C'est terrifiant parce que ils vous disent très clairement, Fofo, ce qu'on me paye là, ça ne me permet même pas de vivre avec ma femme et mon enfant. 200, 300, 400 000. Non, ce n'est pas possible. Alors, il y a un jour, un de mes filleuls, j'ai eu l'immense honneur, vraiment, j'en ai encore des frissons, j'ai eu l'immense honneur, l'immense gratitude que m'a faite la 43e promotion de la FSS de porter mon nom. C'est un honneur et une responsabilité. Une responsabilité parce que je me dois de leur dire ce que je pense, je me dois de leur dire la vérité. Et en même temps, je comprends quand mes filleuls se plaignent de leur situation, que ce soit financière, que ce soit familiale, parce que on ne peut pas avoir formé des gens et les laisser à l'abandon comme ça. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans un régime économique ultra-libéral. Ce n'est pas du libéralisme, c'est de l'ultralibéralisme. Et il faut le savoir, on doit se dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Le Bénin a une politique ultralibérale, en tout. Soit, mais il faut l'assumer complètement. Il faut l'assumer entièrement. Pas à moitié, pas au tiers, pas au quart, il faut l'assumer entièrement. De cet ultralibéralisme découle finalement ce qui suit. Si le patient doit payer ses soins du début à la fin, il doit donner au médecin, il doit payer le médecin de sa consultation et des actes qu'il fait. Or, les jeunes médecins qui finissent à la FSS, forcément, ils n'ont pas de cabinet, ils doivent donc aller travailler dans les cliniques ou dans les hôpitaux publics comme, comme des médecins de garde. Ils font des concessions et des gardes. Or, les gardes qu'ils font sont des gardes au forfait. Ce sont des forfaits qu'on leur donne. On leur donne par exemple 10 000 francs par 24 heures de garde. 24 heures. Qu'ils voient 1 ou 100 malades, ils sont payés pareil. Donc, si vous êtes payé par exemple, disons 20 000 francs la garde, et que vous faites 10 gardes dans le mois, 10 gardes de mois, une garde, ça signifie 24 heures. Ce n'est pas 10 heures, 12 heures, non, c'est 24 heures. Donc, vous faites 10 gardes par mois, ça vous fait 200 000 francs à la fin du mois. Vous vous rendez compte? Qui au Bénin travaille 240 heures par mois? Ou 260 ou 300 heures par mois? Il n'y en a pas. Donc, si le jeune interne, il fait 20 gardes par mois, il a 400 000. Qui au Bénin fait 240 heures? 24 heures fois 20, ça fait donc 480 heures. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le temps de travail hebdomadaire, c'est, disons, 40 heures au Bénin. 40 fois 4, ça fait 160. Le type, il fait 24 fois 20, ça fait donc 480 heures par mois et il gagne 400 000 francs. Vous trouvez ça normal, vous? Le temps horaire, c'est quoi? Il est moins bien payé que celui qui moule le moulin, quoi. Il est moins bien payé que la vendeuse de talé-talé. Pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que le talé-talé, j'adore le talé-talé. Mais n'empêche, lui, il a fait quand même 12 ans d'études. Ma fille mon fils de 15 ans, il s'est fait le talé-talé, quoi. Il n'a pas 15 ans d'études. C'est ça le vrai problème.
c'est rémunérer les gens à la hauteur de leur travail, à la hauteur des risques liés à leur travail. Un médecin, ça sauve des vies. Un médecin, ça soigne, ça sauve des vies, ça donne naissance à des vies. Il y a un de mes filleuls qui m'a dit, Fofo, tu vois, nos députés, ils travaillent session par session, ils sont payés 5 millions. Moi, je travaille 480 heures, j'ai 400 000. Nos ministres, ils gagnent peut-être 10, 15 millions. Moi, je gagne 400 000. Vous voulez que je fasse quoi? Le ministre, il fait un infarctus, vous voulez que j'aille le sauver? Mais s'il augmente mon salaire, oui, je vais le sauver. Vous voyez jusqu'où est-ce qu'on peut arriver dans des schémas inverses des valeurs sociétales. Des gens qui, par leur travail, par leur abnégation, sont au service de la collectivité, ils sont considérés et ils se sentent méprisés. Ils se sentent méprisés, parfois à tort, mais ils se sentent méprisés. Ça se comprend, pas ce qu'ils vivent, ça se comprend, d'accord? Et donc, forcément, cela les amène à partir. Je le déplore profondément et ma lutte quotidienne, c'est de leur dire, allez vous former. Vous voulez vous former, allez vous former. Vous faites des spécialités qui n'existent pas au Bénin, allez-y. Mais je vous en supplie, revenez, rentrez chez vous. Parce que, bien évidemment, ça semble un peu incongru de demander aux jeunes de rentrer à la maison, alors que moi-même, je suis médecin à la PHP. C'est vrai, j'ai été formé en France, pas au Bénin, mais j'ai été formé en France. J'ai fait toute ma carrière médicale en France. Et donc, pour leur prouver ma bonne foi, je leur ai dit, vous savez, oui, moi, si je vais rentrer au Bénin, pour vous montrer que, en effet, bien qu'ayant pas été formé au Bénin, je vais rentrer pour vous montrer que oui, en effet, je mets ma parole à exécution et je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Oui, donc je vais rentrer au Bénin en tant que médecin, en tant que soignant, pour montrer aux jeunes et surtout aussi pour contribuer à la formation des jeunes médecins qui sont en spécialité de médecine d'urgence, puisque c'est ma spécialité, avec le professeur Akodjenou, qui est le coordinateur, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, que j'aime beaucoup et qui m'aime beaucoup avec les gens de la réanimation comme le professeur Zoumenou. Et ça peut paraître étrange que je le dise, mais je vais quand même le dire parce que c'est vrai. Et il ne faut dire que la vérité des choses. Le ministre Benjamin Rompati, quoi qu'on en pense de lui, il met énormément, énormément d'ardeur à ce que cette formation réussisse. Et c'est aussi le moment de lui rendre hommage. Il y a des gens qui font des choses, et il faut le dire, il faut le dire. Ils ne font pas tout bien, mais ils font beaucoup de choses qui sont à saluer. Et ça, c'est aussi le cas, et il faut le dire. Parce que ça contribue à une plus grande pertinence de l'organisation territoriale et de la formation d'une nouvelle discipline, ça permet à ce qu'il y ait plus de matériel, des ambulances, qu'il y ait plus de matériel dans les services d'urgence. C'est ce qu'on appelle la dotation d'un service d'urgence. C'est-à-dire que comme il y a des médecins urgentistes qui vont exister, il y aura des médicaments qui seront obligatoires, qui seront dans les services d'urgence et qui seront payés par l'État. Et donc, les gens auront moins à dépenser probablement quand ils auront besoin de ces médicaments-là. Et c'est absolument indispensable. C'est très bien. Il faut dire que c'est très bien. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Et quand c'est pas bien, il faut aussi le dire que ce n'est pas bien. Mais néanmoins, nous sommes en train, et vous l'avez vu, de dessiner, je dirais, l'image, ou plutôt l'itinéraire du citoyen que nous espérons, que nous imaginons va arriver bientôt dans nos pays, afin que justement cette idée qui nous colle à la peau, ces pensées un peu négatives de dire que la démocratie, c'est pas pour les Africains, que la démocratie, c'est pas une bonne chose, que la liberté n'est pas consubstantielle de l'Africain, il faut le dénoncer et le démontrer en disant que, y compris même, et ça qui est extrêmement intéressant, y compris même dans les régimes les plus totalitaires, comme la Corée du Nord par exemple, ou la Chine encore plus près, où Xi Jinping vient de se prévaloir d'un troisième mandat, et peut-être même d'un quatrième plus tard, il faut
que les règles soient respectées par tous, que les normes soient respectées par tous. C'est absolument indispensable. Si les institutions arrivent à se méjuger, à se déjuger elles-mêmes, cela crée une instabilité absolument exceptionnelle dans la tête du citoyen. Et cela se rejaillit dans la vie collective. C'est extrêmement important. Les institutions, je dis bien, y compris même dans les régimes les plus dictatoriaux, elles gardent un cap qui permet à ce que chaque citoyen peut s'y référer quand il a un problème. Parce que c'est ça la direction, c'est ça la norme. Si les institutions sont complètement instables et que, en fonction de celui qui la dirige, aujourd'hui je dis blanc, demain je dis noir, après-demain je dis blanc-noir, après je dis jaune, on crée une instabilité institutionnelle. Il n'y a rien de pire qu'une instabilité institutionnelle dans même l'essence de ce qui fait notre vivre ensemble, la loi fondamentale. Et ça, je trouve ça encore beaucoup plus dangereux pour le vivre ensemble parce que le citoyen doit se référer à une loi, à une règle qui lui permet la continuité de son action au quotidien et en permanence. C'est pour ça, nous avons initié récemment, avec la Fondation Agbessi, nous avons initié euh, la diffusion, une campagne digitale de la Constitution du Bénin. Je pense que ça n'a jamais été fait que depuis 90, 91, quand il y a eu le référendum constitutionnel pour le oui, le non, le oui, mais pour la Constitution du Bénin. Je, Très peu de citoyens, je dis bien très, très peu de citoyens, ont jamais eu entre leurs mains la Constitution de leur pays. Et pourtant, euh, elle a été revotée il y a quelques années, mais les gens n'ont jamais eu la conscience de leur pays entre les mains. Au sein, miton, hein, au sein, c'est important. Le citoyen doit s'accaparer ses paroles, ses articles pour comprendre réellement l'idée même de notre pays. C'est absolument indispensable. Et je pense même qu'il faut les traduire dans les langues. Il faut que la constitution du Bénin soit traduite en bariba, en dindi, en fon, en gon, en yoruba, en mari. Il faut que le citoyen ait dans ses mains son guide, sa Bible, ce qui doit lui permet de justifier son statut de citoyen, il faut qu'il le comprenne. Parce qu'en le comprenant, il peut arriver à faire des choix cohérents pour lui-même, sa propre idéologie, ce qu'il pense, et surtout penser à l'avenir. Penser à l'avenir. Et ça, c'est absolument indispensable. Et nous avons besoin pour cela que les institutions soient les plus stables possibles dans ce qu'elles disent en permanence aux citoyens. Les institutions, ce sont un peu la conscience, la vigie collective, qui sont là, qui éclairent, qui illuminent certains sentiers et qui nous montrent par leur constance le chemin à suivre. OK, avant de vous laisser la parole pour le mot de fin, je voulais quand même remercier les internautes. Peut-être je vais partager rapidement quelques commentaires qu'on a reçus. J'ai Biosika, il a juste écrit félicitations au docteur Abessi. J'ai Isaïe Guénontin qui dit j'ai aimé le réalisme de votre invité. Merci, chers amis, et beaucoup de succès dans vos œuvres salutaires. OK, Juliette dit ceci, la réanimation cardio-respiratoire doit être enseignée aux élèves et aux élèves au secondaire et aussi dans tous les services. Donc, c'est quelques commentaires rapidement que je partage avec vous par rapport pour remercier aussi nos internautes qui nous suivent. Euh, En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport euh, à la médecine, à l'état de la santé aujourd'hui au Bénin? Euh, Au Bénin et plus globalement en Afrique subsaharienne, En nous Afrique, avons de oui. nombreux défis. Nous avons vraiment de nombreux défis et je pense que sur ce plan, nos gouvernants sont relativement à l'écoute et s'ingénient à garder la population en bonne santé. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de lacunes. Les lacunes sont au niveau de la formation parce que
On ne peut plus faire de la formation aujourd'hui sans la simulation, qui est un élément absolument indispensable dans la formation des soignants. On ne peut plus parler de médecine sans parler évidemment de la transition épidémiologique où les maladies chroniques doivent être prévenues, puisque le coût, par exemple, du diabète est extravagant. Le coût de l'hypertension artérielle est extravagant. Les gens, ils prennent des comprimés tous les jours pendant des années. Alors que la prévention de ces pathologies-là les dispensera de prendre ces médicaments et donc on aura une diminution des coûts. Et par ailleurs, pour une meilleure prise en charge de la santé dans nos pays subsahariens, il faut de manière indispensable une protection sociale, une sécurité sociale qui permette la prise en compte du plus pauvre au plus riche. Et bien évidemment, une sécurité sociale, une protection sociale, ça se paye. Ça se paye. Il faut donc effectivement payer la protection sociale pour que les plus malades puissent être soignés, pour que les gens qui ont besoin de soins puissent être pris en charge. Et enfin, et cela c'est de manière beaucoup plus globale, nous avons absolument besoin d'un pays apaisé, et un pays apaisé génère des citoyens qui pensent à l'avenir de leur pays, qui pensent à mieux faire, à mieux le propulser sur le devant de la scène, à mieux traduire les ambitions du pays sur le plan international. Et nous avons un pays extraordinaire, nous avons un pays magnifique, et c'est de manière collective tous ensemble. C'est pour cela que ma devise est E pluribus unum. Ensemble, nous sommes forts. L'union fait la force. Ensemble, on peut aller plus loin. Et pour cela, nous avons besoin des institutions qui soient constantes auprès de nous pour nous guider, pour nous aider à ce que notre pays ne plonge pas, comme beaucoup de pays au-dessus de nous, ont plongé parfois dans la barbarie, dans la violence. Et je ne l'espère pas pour mon pays parce que j'ai une foi inébranlable en la jeunesse de mon pays. Je pense qu'elle dira, je dis bien, elle dira son mot le moment venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Aguessi. Je voulais remercier aussi tous les internautes qui sont restés avec nous. Pour finir, la vidéo définitive, si vous avez pris l'émission en cours de route, la vidéo définitive sera déposée dans quelques heures sur notre plateforme YouTube, Biafrica Web TV, et sûrement quelques extraits aussi seront partagés dans les réseaux sociaux au cours des prochains jours. Donc, on se donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup, docteur Aguessi. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les internautes. Passez une bonne soirée.